La dynamique de grands groupes et la gestion des apprenants est un sujet crucial pour capter leur attention et leur engagement. C'est en compagnie de mon invité que nous allons découvrir comment maintenir l'intérêt des étudiants tout au long d'une séance de cours. Bonjour et bienvenue dans cette causerie de la série Enseignement et innovation de la collection pédagogie de l'Université numérique de La Réunion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Barbara Reynaud, formatrice, spécialiste en ingénierie pédagogique et en ingénierie de la formation. Bonjour Barbara. Bonjour Didier. Alors Barbara, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours ? Oui, tout à fait. Alors, je suis Barbara Reynaud, formatrice de formateurs. J'ai un organisme de formation à La Réunion, implanté depuis 10 ans, et je suis donc ingénieure de formation. Je collabore avec les acteurs de la formation professionnelle dans le cadre du renforcement des compétences des formateurs et des enseignants, et notamment sur la thématique de la dynamique de groupe. Alors, quand on parle de dynamique de groupe, on a envie de le relier à une séance de cours. Lorsque je considère une séance de cours, en combien d'étapes, de grandes phases est-ce que je pourrais segmenter cette séance ? Ok. Alors oui, on peut imaginer effectivement ce cours segmenté, on va dire, en 5 étapes, des étapes importantes. Donc la première qui va être la phase d'accueil, la prise de contact avec les étudiants. C'est aussi un temps d'enrôlement, de favoriser l'apprentissage à venir. La seconde phase va être l'introduction au cours, mais on n'est pas encore totalement dedans. On va plutôt rappeler d'abord, réactiver les connaissances vues précédemment dans le cours qui a pu avoir lieu la semaine précédente. Ensuite, dans la succession des activités, là, on va être dans cette troisième étape du cœur même du sujet d'apprentissage de l'enseignant. Enfin, plutôt, on se rapproche à la fin du cours au niveau du temps. On va être dans la conclusion. Donc là, c'est aussi ce qu'on a compris, ce qu'on a moins bien compris. Et la clôture, on va se séparer, mais on va prendre quand même le temps aussi de faire exprimer ce qui a été apprécié dans ce cours pour laisser la place au cours suivant. D'accord, donc 5 grands temps, l'accueil, l'introduction, le corps vraiment du cours, qui est composé généralement d'une myriade, une succession d'activités, la conclusion et la clôture. Alors, lorsque je considère ces 5 grands temps, comment est-ce que je peux les dynamiser ? Oui, alors ça va être tout l'objet de cet entretien avec vous, Didier. Donc, l'idée de démarrer par l'accueil, c'est vraiment de créer ce contact, de susciter l'intérêt aussi, de donner envie aux étudiants d'être là, d'être bien présents. Et on a un outil pour ça, l'outil de l'icebreaker, plus communément appelé en français le brise-glace. Alors, un icebreaker, qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce que ça peut être pertinent dans le cadre d'un enseignement et en particulier d'un enseignement sur lequel j'ai un grand groupe en face de moi ? Oui, tout à fait. C'est aussi l'objet de la gestion du grand groupe. Donc, l'icebreaker est une activité plutôt brève, interactive, avec les étudiants visant à briser la glace, comme son nom l'indique, entre les participants, de façon à créer une atmosphère conviviale. En grand groupe, ça va aussi permettre d'atténuer la distance. Et quand je dis distance, c'est la distance au niveau du lieu, de l'environnement, mais aussi la distance réelle entre l'enseignant et les étudiants, et entre les étudiants eux-mêmes. Sur un amphi de 200 ou 300 étudiants, on peut imaginer cela. Alors, quand on parle de briser la glace avec les différents intervenants, dans un amphithéâtre, il y a l'enseignant, il y a des élèves. Donc là, l'idée, c'est plus de briser la glace entre l'enseignant et les étudiants, ou alors entre les étudiants. Écoutez, je pense que vous avez donné un bel exemple en fait, de ce triangle possible où ça peut être effectivement la dynamique, les interactions peuvent être provoquées par l'enseignant vis-à-vis du groupe d'apprenants, mais on pourrait tout à fait imaginer aussi les étudiants entre eux, ça pourrait être même très bien qu'ils puissent à un moment donné être à l'initiative de ces brise-glaces. Alors, ces icebreakers, donc ces activités brèves, conviviales, en quoi est-ce qu'ils peuvent dynamiser une session de formation en grand groupe ? Oui, alors l'idée c'est vraiment de maintenir l'attention de ces apprenants pendant toute la durée du cours, donc de les stimuler et ça s'y prête vraiment bien. Ça va aussi générer de l'énergie au sein du groupe, ça va permettre aussi aux participants, aux apprenants d'être plus à l'aise, de favoriser les échanges, de créer une atmosphère détendue, ce qui va être essentiel pour engager les participants dès le début.
Alors effectivement, ce sont des caractéristiques importantes quand je fais mon enseignement, d'avoir la possibilité de stimuler mes apprenants, de les dynamiser. Mais est-ce que ces icebreakers ont prioritairement ça comme propriété, c'est-à-dire qu'ils sont uniquement énergisants? Alors, c'est vrai que l'idée, c'est d'enrôler les étudiants et, comme vous le dites, principalement, on va souvent parler d'icebreakers énergisants, hein, mais vous avez tout à fait raison. Il existe aujourd'hui énormément d'icebreakers et notamment, on les classifie par objectif, puisque ça va être ça, en fait, la ressource de l'enseignant. Ça sera d'aller puiser certains icebreakers selon ce qu'on attend et ce qu'on souhaite générer au sein même du groupe classe. Donc, en face de moi, si j'ai un amphithéâtre, je pourrais utiliser différents types d'icebreakers en fonction de ce que je veux obtenir. Est-ce que vous auriez des exemples de ce que je peux obtenir? Oui, alors j'aime bien travailler, moi, avec, je m'inspire beaucoup du cookbook. Donc, en fait, c'est un livret qui va proposer différents icebreakers. Donc, c'est Alexandre Cache qui est à l'origine de ce livre. Et lui, il offre des catégories. Donc, elles sont assez intéressantes, ces catégories, puisqu'elles classifient, comme on le disait, selon ce qu'on attend de ce jeu pédagogique, on va dire. Donc on a aussi les apaisants, comme vous le disiez, pas forcément uniquement les jeux dynamisants. Les apaisants vont être là aussi pour ramener un petit peu au calme ce groupe, notamment par exemple avant une activité un peu plus complexe. Les rassurants aussi, le but étant de rassurer les participants, de leur donner confiance. Les contributeurs, puisque c'est très important aussi au sein d'un groupe que chacun puisse contribuer aux autres. Les rassembleurs, qui sont un petit peu dans le même état d'esprit. D'autres qui sont plus pour renforcer l'affirmation de soi, donc l'affirmation, l'estime de soi des étudiants, et les stimulants, quand effectivement il faut un petit peu réveiller aussi la dynamique. D'accord. Alors, on peut voir qu'il existe différentes catégories donc de icebreakers, mais comment est-ce que ces icebreakers peuvent être adaptés à la particularité d'un cours en amphithéâtre, c'est-à-dire un grand groupe en face? Oui, tout à fait. Donc là, on va essayer d'aller sur des icebreakers qui vont permettre de proposer des présentations rapides. Effectivement, quand on a 200 ou 300 étudiants, on ne va pas pouvoir faire un icebreaker où chacun va pouvoir s'exprimer comme on le souhaiterait, comme ça pourrait être le cas dans un petit groupe. Donc on va favoriser des activités rapides, des sondages interactifs aussi, sur lesquels il peut y avoir une résolution d'énigmes, ce genre d'activités, puis des activités collaboratives aussi, comme on l'a dit, qui pourraient être adaptées principalement aux grands groupes pour favoriser les interactions. D'accord, donc j'ai mes icebreakers, il y en a différentes catégories, et dans ces catégories, je peux en piocher certains qui sont adaptés à des grands groupes. Alors je vais aller encore plus loin. La particularité, c'est que mon amphi en face de moi, il va avoir un certain nombre de propriétés, et il arrive très souvent que dans cet amphithéâtre, je vais avoir des groupes à l'intérieur, des sous-groupes qui vont être hétérogènes. Donc je suis en face d'un amphi hétérogène. Qu'est-ce que je peux faire pour sélectionner un icebreaker? Est-ce qu'il y en a des compatibles avec cette hétérogénéité possible? Oui, tout à fait. Le but, ça pourrait être d'utiliser, alors notamment l'application numérique va être intéressante pour ce genre d'icebreaker. Ça va favoriser le fait que tout le monde participe. Donc, par exemple, on pourrait imaginer, pour les faire collaborer ensemble, mais sur vraiment un petit jeu très rapide, de leur proposer, par exemple, de témoigner sur si j'étais une médaille olympique, quel serait le sport que je pourrais mettre en valeur, et on va s'apercevoir très rapidement que finalement les étudiants partagent des valeurs communes, par exemple à travers le sport, en choisissant des médailles similaires. D'accord. Alors là, on a un exemple sportif. J'imagine que justement mon groupe est hétérogène, et je prends exprès le cas de, il y a certains d'entre vous dans l'amphi qui ne pratiquent aucun sport. Comment est-ce que je fais? Tout à fait. Le tout étant de contenter tout le monde, d'où la variété aussi de l'utilisation de ces jeux pédagogiques, de ces icebreakers. Donc là, on pourrait imaginer peut-être ne pas limiter la question au sport, mais par exemple pour un amphi avec une discipline un peu plus scientifique comme les mathématiques ou la physique, ça pourrait être de demander aux étudiants de choisir un prix Nobel pour une découverte, et qu'ils puissent s'exprimer à travers le choix d'un prix Nobel, par exemple. D'accord. Donc, en fonction de mon amphithéâtre en face, je vais pouvoir leur demander de se projeter dans ce qui les attire, eux, et ça me permet de connaître un petit peu plus en face, eux, vers quoi est-ce qu'ils se projetteraient comme récompense. Donc, oui, c'est ça. Et puis, ça peut aussi permettre de façonner chez eux déjà des choix
professionnelles, des envies de se rapprocher autour de telle discipline, à travers justement la découverte aussi, grâce aux autres, d'autres personnes, référents qui auraient pu gagner des prix Nobel, par exemple. Donc le but, c'est aussi ça, c'est de générer des échanges. D'accord, donc je les fais réfléchir et en groupe, après, ils vont me déterminer chacun ce qu'ils préféraient et ensuite, je leur demande dans la salle, chacun d'entre eux, et ça permet de susciter des échanges, ceux qui auraient pris les mêmes réponses, des réponses différentes, et pourquoi. Voilà, tout effectivement. Alors, on a vu du coup cette catégorisation, la possibilité de s'adapter à des groupes hétérogènes, au fait que je vais avoir des préférences pour chacun d'entre eux. Et j'aimerais maintenant qu'on revienne à ce phasage et essayer de déterminer est-ce qu'il y a quelques petits icebreakers qui seraient maintenant particulièrement bien adapté à chacune des phases de mon cours. Et on avait dit que la première étape, c'était ce fameux accueil. Les étudiants s'installent dans mon amphithéâtre et j'aimerais essayer de trouver un petit icebreaker qui arrive à s'adapter à cette phase particulière de cet accueil. C'est ça, donc c'est une phase importante, l'accueil, effectivement. Par contre, on ne va pas non plus y passer trop longtemps, mais on ne va pas non plus la négliger. Donc là, l'idée, ça serait d'aller sur un icebreaker qui permette à chacun de mieux se connaître. Donc là, je reviens quand même sur le choix d'une discipline, parce que par expérience, je sais que les enseignants aiment bien aussi raccrocher certains jeux pédagogiques à leur discipline, ce qui est tout à fait logique. Ça pourrait être aussi, par exemple, je reviens sur les mathématiques comme ça, mais de choisir si j'étais une équation, si j'étais une formule, laquelle je serais. Donc voilà, très rapidement, mais quand même, on prend le temps de laisser la possibilité d'avoir le contact, d'avoir ce contact avec l'étudiant. Et d'échanger entre eux, entre collègues, de ce que chacun se projetterait et pourquoi. Tout à fait, complètement. Pourquoi. Alors, ça c'est pour la phase d'accueil. La phase qui venait après, dans le deuxième temps, c'est la phase introductive, pendant lesquelles les enseignants, en principe, reprennent les concepts de la précédente séance, font leur introduction. Donc, qu'est-ce qu'on aurait comme activité qui serait bien adaptée ? Oui, alors dans cette phase, comme vous l'avez dit, on est vraiment dans le réveil pédagogique. On va vraiment faire en sorte de réactiver, avant de partir sur un nouveau sujet, de réactiver quand même ce qui a été vu, compris la fois précédente. Donc là, on a des techniques comme le vrai-faux, c'est-à-dire je donne une affirmation et l'étudiant peut répondre par oui, par non, des questions ouvertes. Et pour le grand groupe, ce qui peut être intéressant, puisqu'on pourrait peut-être moins facilement le faire comme avec un petit groupe, avec un échange comme ça collégial, quand on a une quinzaine de personnes en salle. Là, on pourrait peut-être imaginer des binômes où chacun déjà viendrait poser la question à son voisin d'à côté sur ce qu'il a compris, mémorisé de la séance précédente. Et après, on pourrait donc imaginer aussi le professeur qui pourrait passer au fur et à mesure ou questionner de façon un petit peu plus individuelle, cette fois-ci, les participants. D'accord. Et il y a un apport de travailler parfois en binôme ? Oui, alors c'est intéressant déjà pour que les étudiants ensemble se connaissent, ne soient pas toujours, on va dire, au sein d'un groupe pour lequel finalement l'interaction est pratiquement uniquement entre l'enseignant et l'individu. Là, c'est bien aussi qu'ils puissent avoir leur propre moment pour échanger, pour s'apporter des solutions aussi peut-être auxquelles l'enseignant n'aurait pas pensé à cet instant-là. D'accord. Donc, je fais ma réaffirmation des connaissances, je les ai invités à plonger dans leurs souvenirs, et je passe maintenant à mon troisième temps de cours, qui est le corps vraiment de la nouveauté de ce que je vais leur apporter. Donc, cette partie qui est généralement constituée d'une succession de petites activités que je vais faire à mes élèves. Comment est-ce que je peux proposer une activité qui va inciter à instaurer une cohésion de mon grand groupe ? Oui, alors dès qu'on va rentrer dans des savoirs un peu plus complexes, etc., c'est-à-dire qu'on va savoir qu'on va devoir aussi demander une certaine concentration. Eh bien, avant, on va justement désacraliser un petit peu ça en leur laissant une petite bouffée d'oxygène, on va dire, avant vraiment la concentration sur la tâche. Et là, j'aime bien, par exemple, travailler avec l'accident de la navette spatiale. Donc, ça va leur permettre, par groupe, d'aller chercher, avec un choix d'objets qu'ils auraient déterminé, d'aller chercher les meilleures solutions pour revenir sur Terre, puisque l'histoire, c'est de la
raconter qu'il y a eu un accident, qu'ils sont à 320 km de la base et qu'il faut revenir par n'importe quel moyen. Et donc l'idée, ça va être vraiment en groupe de favoriser à nouveau l'échange, la cohésion, l'entraide et surtout de faire émaner de leur part la meilleure solution de survie. D'accord. De retour à la base. Alors, effectivement, c'est une activité qui est bien adaptée, mais cette troisième phase a une particularité. Comme on avait vu, elle est constituée d'une succession d'activités qui vont être l'ensemble des nouveautés. Et donc, on peut se poser la question de, si je veux maintenir mon attention, quel est le moment le plus opportun pour insérer mon activité pédagogique Icebreaker? Oui, alors là, comme l'exemple de la navette spatiale, c'est vraiment pour faire le lien en disant... Ça peut aussi leur montrer que, voilà, je vous ai fait réfléchir à une situation un peu difficile, cette navette, vous avez dû trouver des solutions par vous-même pour arriver à la base, donc sous forme de jeu. Maintenant, je vais vous inviter, puisqu'on va travailler sur tel sujet, vous allez devoir aussi faire appel à des solutions, vous allez devoir faire appel à votre réflexion, et ça peut les amener comme ça, un peu plus facilement, de façon un peu plus ludique, à aller sur de nouveaux savoirs pour lesquels ils vont devoir effectivement favoriser aussi, eux, leur réflexion pour être ancrés dans l'apprentissage. Alors, toutes ces activités partent du principe que à chaque fois, je vais avoir un groupe qui, quelque part, va se prêter au jeu. C'est pas toujours le cas d'expérience. On a parfois des amphithéâtres où les étudiants ne souhaitent pas, sont par exemple timides ou réticents. Est-ce qu'il y a moyen de jouer ? Oui, tout à fait. Donc, ça s'entend, tout à fait. En plus, sur 200 ou 300 étudiants, on n'aura pas toujours, comme vous le dites, des volontaires qui sont partie prenante pour participer comme ça de façon très autonome. Donc là, l'idée, c'est de pas non plus laisser sur le côté un groupe qui pourrait être un peu plus timide ou voire même réticent. Ça peut être aussi un petit challenge de l'enseignant, de les relayer aussi au projet. Donc là, l'idée, c'est vraiment de proposer des interventions quand même assez brèves, qui ne va pas forcément pousser la personne qui est un peu plus timide à trop s'exprimer, mais quand même de lui montrer qu'on a envie aussi d'avoir son avis. Ça peut être, comme on le disait aussi, favoriser peut-être des présentations plutôt en binôme. Comme ça, il est plutôt à l'aise aussi, peut-être avec un collègue à côté qu'avec l'ensemble du groupe. On peut avoir aussi des jeux de questions rapides, notamment avec les applications, qui peuvent être anonymes. Donc voilà, tout le monde quand même peut participer à un moment donné. Et le fait aussi de ritualiser un petit peu ce type d'animation assez régulièrement, je pense que ça peut aussi montrer à certains qui sont un tout petit peu moins avenants à ce moment-là, d'avoir envie aussi de se prêter au jeu. Parce que ça reste aussi un jeu lié à l'apprentissage, on est d'accord, mais c'est aussi un petit moment où finalement on peut être un tout petit peu plus léger. Très bien. Donc je résume, plusieurs techniques. Déjà, les faire travailler en groupe, parce qu'ensemble on est plus fort, on se sent plus volontaire. La possibilité d'anonymat qui est conférée par l'utilisation du numérique, qui fait qu'on a moins peur de s'exposer. Et le fait de ritualiser, avoir une certaine récurrence, qui font qu'au bout d'un moment, ça ne devient pas quelque chose de surprenant et qu'on a plus de facilité à s'y mettre. C'est ça. Et je rajouterais aussi, attention à la limite peut-être aussi de l'utilisation de ces jeux pédagogiques, dans le sens où on va essayer de prendre aussi la température un petit peu de ce groupe, de voir là où ils peuvent aller, là où ils ont envie d'aller, de respecter un petit peu ce contexte, de ne pas être non plus sur des icebreakers des fois un petit peu trop fantaisistes, finalement qui nous apporteraient malheureusement le bénéfice inverse de ce que l'on recherche. Alors, justement, quand on parle de icebreaker, là, pour le moment, on a vu la puissance de la dimension ludique, mais est-ce qu'il est possible d'utiliser des icebreakers pour initier un sujet plus technique, plus complexe ? Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. L'idée, ça pourrait être déjà d'ancrer le sujet, d'enrôler aussi nos participants. Donc le sujet à venir, on le connaît en tant qu'enseignant, donc on sait où on va les emmener. Et on pourrait rester sur une idée d'analogie si par exemple on doit travailler sur des référents pédagogues ou des référents dans une discipline plus scientifique, de dire si j'étais ingénieur, je choisirais d'être tel physicien, et d'argumenter aussi pourquoi, et d'aller progressivement justement sur la tâche un petit peu plus technique ou complexe. Donc c'est par ce jeu de questions en fait que l'enseignant va, on va dire, accompagner l'apprenant vers la tâche complexe qu'il attend.
D'accord, donc je retiens que lorsque je prends une idée de icebreaker, il ne faut pas hésiter à le modifier, le transformer un petit peu pour l'approprier, le colorer, j'ai envie de dire, avec une dimension disciplinaire qui correspond à ce que j'enseigne. Oui, c'est ça, parce que même si on le dit que l'icebreaker en soi, il est plutôt sur la phase d'accueil, c'est communément ce qu'on va entendre, il n'est pas forcément raccroché à l'apprentissage. Par habitude, ça devient des jeux pédagogiques, comme on le voit là, qu'on va insérer au fil de la conduite du cours. Et du coup, l'idée, c'est vraiment, c'est plus facile aussi. Parfois, c'est moins délicat, on va dire, de le proposer. Ça paraît plus logique de le faire quand c'est raccolé à sa discipline. Et je pense que c'est tout à fait judicieux aussi. D'accord. Merci Barbara. Alors, je reprends mon phasage. On a vu les 3 premières étapes et j'en viens maintenant à la 4e phase qui était ma phase de conclusion de séance. Qu'est-ce que je peux proposer comme animation quand j'arrive quelque part proche de la fin ? Donc là, on va dire que la phase complexe de l'apprentissage étant terminée, l'idée, c'est aussi de recueillir ce qu'on ressentit. Alors, au-delà du ressenti, même, je dirais d'abord dans cette phase de conclusion, ça va être de vraiment recueillir les difficultés potentielles qu'ont eues les étudiants ou leur facilité à la tâche. Donc, j'aime bien proposer, mais il y a plein de solutions possibles. Mais par exemple, vous avez un arbre sur lequel vous pouvez demander aux apprenants de se positionner. Alors, celui que vous avez sur la slide, c'est un arbre qui permettrait éventuellement de se positionner. Alors, si on a l'impression qu'on est encore un peu bancal avec ce qui vient de se dérouler comme type de cours, qu'on n'a pas tout compris, qu'on n'est pas encore super à l'aise, eh ben, on va peut-être s'accrocher un petit peu à une branche et se dire qu'effectivement, il y a encore des choses à travailler. Par contre, celui qui considère qu'il pourrait avoir déjà bien compris ce qui a été vu, se placerait dans le tronc, par exemple. Mais chacun pourrait apporter justement son état par rapport à l'apprentissage qu'il vient de vivre. Et ça pourrait être le moment aussi de se positionner en tant qu'apprenant pour savoir où j'en suis avec ce cours qui vient de se dérouler, où est-ce que demain je vais devoir aussi fournir mes efforts et où est-ce que je pourrais considérer que j'ai été plutôt à l'aise à ce moment-là. Donc il y a l'arbre du ressenti, on va dire, pédagogique. Et puis moi je travaille de façon assez proche avec la facilitation graphique. J'aime bien aussi ce petit passage à l'écrit avec des typographies, ce genre de choses. Donc avec un confrère, on travaille sur la montgolfière. Donc la montgolfière, qu'est-ce que c'est ? Je leur propose simplement de la dessiner. Je leur explique qu'ils vont prendre leur envol aussi. C'est un petit peu ça, on va dire, l'essence même d'apprendre, on va dire. Prendre son envol et sa liberté. Du coup, dans cette montgolfière, ils vont écrire en le gravant dans le marbre vraiment ce qu'ils considèrent qui a atteint, acquis pour eux en tout cas. Bien entendu, les évaluations viendront soutenir cette prise de position. Et puis, je leur propose sur un post-it de noter leur axe plutôt de progrès, voilà, les choses qu'ils pourraient avoir un petit peu moins bien compris, comme un peu le réacteur de la montgolfière qui les empêcherait justement de s'envoler. Et au fur et à mesure de l'apprentissage dans cette discipline, eh bien, ils pourraient enlever les post-it au fur et à mesure, puisque ce qui était un peu moins compris à ce moment-là l'est à un autre moment. D'accord. Donc des différents types d'activités et par le biais de métaphores, on amène les étudiants à quelque part se positionner et quelque part avouer plus facilement aux enseignants s'ils ont plus ou moins compris si ça s'est bien passé, la transmission des connaissances, des compétences. Oui. Et c'est peut-être plus facile de faire passer le message à l'enseignant au travers d'une position dans un arbre que de venir lui dire « j'ai rien compris » ou autre. Donc effectivement, c'est un facilitateur de l'échange entre l'étudiant et l'enseignant. Complètement. C'est vraiment l'objectif de toute façon de ces jeux pédagogiques. Vous l'avez bien formulé, facilitateur. Alors, maintenant j'en viens à la toute dernière phase de mon cours, la phase de clôture, le moment où je vais pouvoir dire à mes étudiants bientôt qu'ils peuvent quitter la salle, ranger leurs affaires. Quel type d'animation, avant de leur dire de ranger leurs affaires, il pourrait être intéressant de proposer ? Oui, alors là c'est pareil, comme vous l'avez dit, on ne va pas se séparer comme ça. On a encore ce petit temps où on va aller cette fois-ci recueillir plutôt l'état d'esprit dans lequel se trouve l'apprenant à ce moment-là. On n'est plus dans l'apprentissage vraiment, on est plutôt sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qui vous a
plu, qu'est-ce que vous avez bien vécu. Justement, ça me permet aussi de tester un petit peu ces techniques de dynamisation de groupe. Alors là, c'est pareil, il peut y avoir des météos de l'humeur assez simples, avec des petits messieurs, des petits madames qui sourient, on voit des émotions qu'ils pourraient choisir. Et puis, il peut y avoir le photolangage. J'aime aussi travailler avec le photolangage qui permettrait aux apprenants de choisir une image de leur choix et à travers cette image d'exprimer effectivement ce qu'ils ont aimé, ce qui leur a plu et de façon à verbaliser aussi avec des mots ce qu'ils ont ressenti sur ce temps de séance. Voilà, donc là, pareil, en grand groupe, j'imagine qu'il existe des outils numériques qui permettent de faire ça, où chaque étudiant va prendre une image qui correspond à son humeur. Alors. Oui, alors tout à fait. Alors c'est vrai que des fois, on se rend compte aussi que de ne pas tout exprimer à autrui, ça peut être bien aussi, parce que finalement, si moi je me positionne sur un moment où je juge que je me sens bien, c'est pas une obligation toujours de l'exprimer, parce que déjà, ça veut dire qu'on l'intériorise et déjà on se sent bien, ou moins bien, hein, mais dans tous les cas, on ressent l'humeur qui est la nôtre. Mais effectivement, alors, donc c'est un peu plus compliqué parfois dans les grands groupes. Donc là, clairement, vous l'avez bien dit, des applications qui vont permettre, par exemple, pour le photolangage, c'est assez simple, hein, on peut projeter des images et puis on pourrait demander à quelques étudiants d'exprimer D'accord. Donc différentes modalités, soit un outil qui permet à chacun d'en choisir une et j'ai des statistiques, ou bien carrément je pioche à la façon d'un sondage quelques-uns de mes étudiants dans mon amphithéâtre qui vont me partager l'information. Très bien. Tout à fait. Alors, une question qui me vient à l'esprit par rapport à ces activités que je peux proposer à chacune des phases, c'est trop d'animation tue le contenu. Si vraiment, moi, je devais positionner à chaque temps une animation, j'ai très peu de temps pour faire court. Oui, alors effectivement, point trop d'infos, je dirais. Alors c'est vrai qu'il est parfois opportun de sélectionner, de proposer ces temps d'animation au gré du cours. On va aussi le faire en fonction de l'ambiance. On va dire que ces icebreakers, ces jeux pédagogiques, ils ne sont pas inscrits dans le marbre. C'est-à-dire que on sait que ça existe, on les connaît, on a envie de les proposer, mais ils peuvent arriver à des moments opportuns. On pourrait aussi dire que, ok, le matin, mais à un moment donné, au retour d'une pause aussi, ça peut être intéressant. On sait aussi, par exemple, que après la pause repas, l'attention va être moins soutenue, donc on pourrait la choisir un icebreaker plus dynamisant parce que c'est le contexte qui le veut à ce moment-là. Donc effectivement, le rôle de l'enseignant là, va être essentiel pour mesurer quand est-ce que c'est le plus opportun et dans quel cas de figure. Je dirais que c'est un petit peu comme les épices que l'on pourrait mettre dans un plat. C'est toujours à bon escient et avec parcimonie. D'accord, donc c'est bien retenu. On a vu des exemples d'activités qu'on peut faire à chacune des étapes, mais l'idée, c'est pas le faire à chaque étape, c'est plutôt en fonction de ce que l'on ressent et déterminer à quel moment c'est intéressant d'aller proposer une activité. Alors justement, comment je fais pour sentir que c'est le bon moment pour en proposer une à ce temps du cours et pas un autre? Oui, alors ça va être vraiment l'écoute de l'amphi, je dirais, l'écoute des participants, de voir aussi où on en est au niveau du temps, hein, vraiment de l'espace temporel. Bien entendu aussi de prendre en compte certainement les contraintes un peu organisationnelles, mais vu qu'on opte en général, comme on l'a souligné, sur des activités, des micro-activités dynamisantes, normalement elles doivent s'insérer assez facilement au fil de la séance de cours. Mais effectivement, je pense que c'est aussi l'observation, c'est ce qu'on attend, ce qu'on veut générer aussi au sein du groupe qui va faire qu'on va opter à tel moment pour tel ou tel icebreaker. Alors justement, quand on dit ce qu'on veut chercher à générer au sein du groupe, ça va forcément poser la question du bénéfice-risque de chaque activité. Est-ce que c'est possible de mal utiliser une animation et comment est-ce que je fais pour éviter de mal l'utiliser ? Oui, tout à fait. Il va être important de garder, donc on l'a dit, des activités plutôt courtes, ludiques. On n'a pas formulé encore ce mot, mais c'est quand même l'objectif aussi de ces temps et respectueux, je dirais, du confort des participants. Donc là, on est bien d'accord que le risque peut être aussi l'ennui, si l'activité est trop longue ou trop complexe. C'est pas le but du tout, puisque la complexité, ce sera le moment du cours à proprement parler, c'est-à-dire le contenu de l'apprentissage. Hein. Donc le but n'est pas aussi de rendre malaisante, on va dire, cette situation, de ne pas forcer non plus forcément les participants à se dévoiler parfois trop rapidement.
Vous avez des icebreakers où on va vous demander des choses un peu plus personnelles et c'est pas forcément l'objet, ou de participer tout simplement, ça m'est arrivé, à un jeu qui pourrait aller à l'encontre de ce que souhaite faire ou dire une personne. Donc là, on laisse le champ des possibles, c'est-à-dire si vous n'avez pas envie de participer, c'est pas une obligation non plus. Et puis l'idée, c'est d'ajuster au fur et à mesure aussi. Hein. D'accord. Alors, ça soulève une question qui est celle de l'efficacité d'un icebreaker dans une session de formation. Comment je fais pour savoir si cette activité, cet icebreaker que j'ai proposé, eh bien, il a fonctionné ou non ? Oui, alors on aura un feedback assez rapide en général avec les étudiants, mais voilà, on peut le mesurer avec l'engagement des participants, effectivement, pendant et après aussi, hein, voir justement comment ils se sentent après, comment ils sont en meilleure disposition pour travailler un sujet, comment ils sont aussi en meilleure disposition à interagir entre eux, c'est aussi l'objectif, le niveau de participation, et voir aussi justement le niveau de participation au fur et à mesure du temps, comme on l'a souligné avec peut-être des personnes qui auraient un petit peu plus de difficultés à entrer dans le jeu aussi vite que d'autres. Donc ça va être des indicateurs effectivement que l'enseignant va prendre en compte au fur et à mesure qu'il va s'inscrire dans ce type de dynamisation de groupe. D'accord. Alors, on parle de l'importance de la dynamisation, du fait que les étudiants soient partie prenante finalement, de ces activités. Et à l'université, on a une thématique qui nous tient à cœur, c'est celle de l'accessibilité. Et forcément, quand on voit ces icebreakers qui demandent un engagement personnel, on se demande qu'est-ce que ça devient dans certaines situations où on va avoir justement des étudiants qui peuvent être en situation de handicap, moteur, cognitif. Qu'est-ce que je peux faire pour quand même parvenir à proposer des icebreakers? Tout à fait. Donc, comme vous le dites, déjà, il faut en avoir conscience, hein, mais je sais que les enseignants le savent bien. Sans sensibilité. Et effectivement, au niveau des personnes en situation de handicap, on sait aussi qu'on n'en a pas toujours connaissance, par contre, de ces personnes qui pourraient être en salle et qui pourraient être en situation de handicap. On sait aussi que c'est 80% des handicaps qui sont invisibles, donc forcément, de toute façon, sur un amphi de 200 ou 300 personnes, il y a forcément des personnes en situation. Donc l'idée, effectivement, ça va être d'aménager les animations en faisant aussi appel à différents canaux, aussi bien peut-être effectivement des canaux plus auditifs, d'autres, on l'a dit, plus à l'écrit, enfin, d'essayer de varier aussi un petit peu ces techniques. C'est pour ça que je parlais de l'outil numérique qui peut être mixé à des activités plus traditionnelles. Et donc, le fait de varier les modalités pédagogiques vont être importantes et d'anticiper, puisqu'on le sait, en proposant plusieurs solutions sur une même activité, plusieurs solutions pédagogiques, je dirais. Donc là encore, le rôle de l'enseignant pendant ces activités est déterminant parce qu'il doit toujours regarder si un étudiant peut avoir des difficultés dans la réalisation de ce qui lui est demandé et, dans ces cas-là, toujours proposer des alternatives pour arriver au même résultat. C'est ça. Des adaptations. Complètement. D'accord. Alors, comme d'habitude, lorsqu'on arrive au terme de l'émission, l'échange, oui. Vous m'avez convaincu, j'ai envie de proposer des icebreakers dans mon cours. Et quels conseils vous auriez à me donner si je veux me lancer? Très bien. Eh bien, écoutez, Didier, pour vous lancer, ce serait effectivement de le faire, on va dire, de façon un petit peu progressive. On sait quand même que c'est important de ne pas négliger la phase d'accueil, on l'a vu, donc vraiment en début de cours, c'est vraiment opportun. Et enfin, déjà, quand on a réussi à les positionner à ces deux moments clés de la séance d'un cours, c'est très bien. Et puis, bien sûr, l'idée progressivement, c'est d'aller les insérer, comme on l'a vu, à d'autres moments, sur d'autres objectifs, sur des phases un petit peu plus complexes, puisque ça va normalement favoriser l'apprentissage. Hein, c'est un petit peu l'objectif. Hein. Donc, plutôt les conseils, ce seraient des techniques faciles, rapides à mettre en place, qui vont faciliter la réaction des étudiants. On avait l'exemple de la médaille olympique tout à l'heure ou du prix Nobel. Donc, et puis ne pas hésiter à se former, puisque effectivement, ce sont aussi des techniques d'animation spécifiques. Notre échange touche maintenant à sa fin. Merci encore Barbara pour ces clés sur l'animation des grands groupes. Je vous remercie Didier pour votre invitation. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle causerie, toujours sur le thème de l'innovation dans l'enseignement. Thank you.